Bonjour à tous et bienvenue au podcast Connexion Primordiale et à la chaîne YouTube Le Plaisir d'apprendre. Et je suis très très content parce qu'aujourd'hui, on va discuter avec Caroline Deville. On se connaît depuis quelques années déjà par personne interposée. Puis après, Ludivine a suivi la formation avec Caroline. Et puis Caroline nous a demandé de faire des petits trucs d'IMP dans ce qu'elle faisait. On a commencé à créer des liens. Puis ça s'est rapproché de plus en plus. Puis il y a plein de choses qui sont passées dont vous allez entendre parler dans ce podcast. Et puis on a décidé avec Ludivine de travailler de manière plus étroite avec Caroline parce que ce qu'elle fait, le travail sur les fonctions oromaxillofaciales, son travail autour de l'allaitement, etc., et comment on pourrait dire 100% compatible avec l'IMP, et plus que ça vient élargir la vision qu'on a en IMP et tout ce qu'on fait. Et on s'est dit, on peut plus rester comme ça. Il faut qu'on s'ouvre à ces nouveautés. Et puis, on a décidé de travailler ensemble. Et puis, aujourd'hui, je suis content parce que on a plein de choses à dire. Et puis, Caroline, je vais te laisser te présenter, puis on va aborder la thématique du jour, et puis on va pouvoir faire connaissance avec les gens, enfin, les gens de Connexion Primordiale et de la chaîne Le Plaisir d'apprendre vont pouvoir faire connaissance avec toi. Et si c'est comme pour Ludivine et moi, je pense que tout le monde va être passionné, va vouloir savoir plus sur ce que tu fais, et justement, on aura des choses à annoncer pendant le podcast. Parce qu'on est super content. Mais d'abord, présente-toi un petit peu si tu veux bien, Caroline. Ouais, merci Paul. Bonjour à tous et à toutes. C'est sûr qu'ici, on démarre une discussion de passionnés, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc moi, c'est Caroline. Je suis belge, hein. Je suis médecin généraliste, maman de quatre enfants qui ont aujourd'hui entre 6 ans et 12 ans. Ça a sa petite importance dans toute mon histoire. Et voilà, j'habite aux États-Unis maintenant depuis une dizaine d'années. Alors très rapidement, j'ai déménagé aux États-Unis pour le travail de mon mari et ne pouvant pas pratiquer la médecine générale ici parce que voilà, il fallait que je retourne à l'université pour, il n'y a pas d'équivalence de diplôme quoi. J'ai voilà fait un sacré petit bonhomme de chemin autour de la médecine durant ces 10 dernières années. Voilà, entre-temps, donc je suis devenue IBCLC, consultante en allaitement, et alors suite à ça et suite à mon immersion américaine, je suis un peu tombée dans la marmite des dysfonctions oromaxillofaciales. On va sûrement en reparler. Dysfonction oromaxillofaciale avec ou sans frein lingual restrictif, et voilà, je me suis vraiment passionnée pour cette thématique. Et suite à ça, j'ai créé l'Institut au sein en douceur et voilà, j'ai fait plein de rencontres extraordinaires durant toutes ces années. Alors, tu as déjà employé plein de termes que peut-être les gens de notre podcast ou de notre chaîne ne connaissent pas, comme oromaxillofacial. IBCLC, c'est juste les gens qui sont conseillères en allaitement. Tu peux Ouais. expliquer en deux mots qu'est-ce que c'est, parce que je suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est qu'une conseillère en allaitement. Oui, en fait, déjà la certification IBCLC, c'est une certification qui est internationale, hein. Donc, on soit en France, aux États-Unis, en Inde, partout dans le monde, en fait, c'est le même examen, c'est le même, oui, c'est le même examen et c'est la même politique. Et en fait, voilà, c'est vraiment du soutien à l'allaitement maternel. C'est vraiment, voilà, on va mettre on va tout faire en sorte pour respecter la physiologie autour de la maman. C'est même aussi mettre du soutien, voilà, dans les repas, être sûr qu'elle ne soit pas seule. Et alors, voilà, aussi l'aider dans les éventuelles difficultés d'allaitement qu'elle pourrait avoir, avec une évaluation de la succion du bébé, avec la mise en place de certaines choses pour que l'allaitement puisse se passer correctement. Donc voilà, ça se fait vraiment sous forme de consultation qui peut être plus ou moins régulière. Et alors, c'est pas tous les pays. En France, je ne sais pas. En Belgique, je sais que ce n'est pas remboursé. Mais par exemple, aux États-Unis, ce sont des consultations que beaucoup d'assurances en fait remboursent, ce qui est assez exceptionnel quand on y pense, parce qu'aux États-Unis, il y a quand même pas grand-chose de remboursé au niveau médical. Et ça, en fait, les consultations IBCLC de soutien à l'allaitement, en fait, sont remboursées aux États-Unis par pas mal de. Donc, vraiment pour vous dire au combien ce soutien à l'allaitement est considéré quand même comme important. Ah, ça, Euh, c'est Et un c'est petit peu comme une sage-femme qui va passer à la maison au niveau du postpartum, hein, sauf que l'IBCLC, elle va vraiment se concentrer uniquement autour de l'allaitement. d'accord, d'accord. Et c'est à partir de là que tu t'es intéressé aux fonctions oromaxillofaciales. Et Oui. peut-être tu peux définir qu'est-ce que ça veut dire oromaxillofacial. Oui, ben les fonctions, alors oui, fonctions oro-maxillo-faciales, oro, ben, oralité, maxillo, le maxillaire, on entend vraiment, oui, la mâchoire, le maxillaire inférieur et supérieur.
le mandibule qui bouge, oromaxillofacial, la face. Donc en fait, ce sont vraiment toutes les fonctions de la mâchoire, du visage, qui vont en fait représenter la respiration, la mastigation, la déglutition, l'articulation, la phonation, toutes les expressions au niveau du visage. Voilà, un petit peu grosso modo, c'est ça qu'on appelle. Et alors, la succion aussi, évidemment, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais la succion du bébé au sein ou la succion du bébé au biberon, peu importe. Voilà, c'est vraiment grâce à ces fonctions oromaxillofaciales qu'on peut respirer, manger, dialoguer, communiquer, se connecter entre nous. D'accord. Et se Donc, réguler aussi, s'autoréguler. s'autoréguler. Dans ce que j'entends, évidemment, si on dit fonction oromaxillofaciale, moi je dis bah je mange, je déglutis, je respire. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Je fais ça depuis que je suis né quasiment. Et j'ai l'impression, enfin, j'ai pas l'impression parce que je le sais évidemment, mais dans cette notion oromaxillofaciale, on va dire OMF hein, pour dire plus court, il y a beaucoup plus que ce qu'on entend dans respirer, mastiquer, déglutir. C'est-à-dire qu'il y a énormément de fonctions corporelles, posturales, physiologiques, sommeil, santé qui sont impliqués. Parce que la plupart des gens disent bah, je mange, je mastique, je respire, la belle affaire, quoi. À part si j'ai, je sais pas, un problème de dents ou une obstruction quelconque, il n'y a aucune raison que je m'intéresse à ça, quoi. Est-ce que c'est ça dont on va développer aujourd'hui, que tu vas nous parler un peu de Ouais, ça? exactement. En fait, la manière dont on va respirer la manière dont on va mastiquer, la manière dont on va déglutir, ou bien la manière dont on va être capable, le bébé va pouvoir téter ou pas au sein de la maman, eh bien, va avoir un impact absolument global au niveau du corps. Donc, déjà, par exemple, au niveau de la posture, les fonctions oromaxillofaciales vont impacter la manière dont le corps va se tenir. Hein, un premier exemple, c'est la différence entre les respirateurs par le nez et les respirateurs par la bouche. Les respirateurs par le nez, alors il peut y avoir différentes mauvaises postures, hein, soit vraiment cette posture en hyper extension où on voit ces enfants avec un gros ventre, cette impression de gros ventre. Ou bien aussi des personnes ou des enfants qui se tiennent bossus comme ça et qui respirent par leur bouche, la bouche ouverte. Donc voilà, il y a un impact, voilà, il y a plusieurs impacts possibles au niveau de la posture en fonction de comment on respire. Si je prends l'exemple de la mastigation, la manière dont on va mastiquer va impacter en fait notre système digestif, la manière dont la digestion va justement pouvoir se faire ou pas suffisamment bien se faire. Or, le système digestif, il est également connecté avec le système immunitaire. Quand on Mhm. ne digère pas bien, voilà, ça peut donner des dysbioses, de putréfaction par exemple, pour utiliser un mot bien savant. Mais voilà, cette dysbiose qui va du coup impacter les muqueuses intestinales et derrière la muqueuse intestinale, par exemple, on a nos casques bleus du système immunitaire. Donc voilà, si cette muqueuse intestinale est devenue fragile, poreuse, les casques bleus vont un petit peu s'agiter de l'autre côté. Voilà, déjà rien qu'avec. Alors le sommeil aussi, la respiration, la manière dont on respire va énormément impacter le sommeil. Euh, euh, donc en fait, tous nos organes du corps sont impactés par la manière dont on respire, la manière dont on mange, la manière dont on communique avec les autres. Ouais, on communique avec notre visage, avec les personnes qui nous entourent. Et en fait, ça va nous donner un sentiment de sécurité ou d'insécurité. Et donc, ces fonctions oromaxillofaciales, elles ont aussi un rôle de régulation, de nous sentir, oui, en sécurité avec nous-mêmes, avec les autres et avec notre environnement extérieur. Donc voilà, ici, juste à travers quelques petits exemples. Mhm. Alors, peut-être un autre exemple aussi Ouais. essentiel, et je vais terminer avec ça, c'est vraiment les fonctions oromaxillofaciales qui permettent au bébé de téter au sein de la maman. Et c'est vraiment cette succion au sein qui va permettre le développement, qui va en fait entraîner ces fonctions oromaxillofaciales. Par exemple, l'allaitement, on sait bien maintenant que l'allaitement va principalement va avoir un impact vraiment positif sur les muscles masséters, qui est le principal muscle de la mastigation, alors que voilà, une succion au biberon active moins les masséters. Donc du coup, on comprend que l'allaitement au sein, enfin la succion du bébé au sein est super important pour pouvoir développer une bonne mastication plus tard. Mhm. Mhm. Voilà, toutes ces fonctions oromaxillofaciales vont vraiment impacter énormément de choses et également la manière dont le visage va grandir, la manière dont notre palais va grandir, la manière dont l'occlusion dentaire va pouvoir en fait s'équilibrer. Mhm. Mhm.
Tu veux dire que c'est un peu comme nous, dans nos formations, on dit toujours, on commence par dire ce truc que le développement se fait en céphalocodal et en proximodistal, c'est-à-dire de la tête vers la queue. En embryologie, le bébé, il développe d'abord la langue. On sait en embryologie, les premiers trucs qui apparaissent, c'est la langue, et puis tout le système au niveau de la bouche, le système respiratoire, etc. Et ensuite, ça va vers les jambes. En IMP, on sait que c'est très important, et en psychomotricité, ils en parlent beaucoup, c'est que le bébé, il va d'abord développer ses fonctions centrale et en haut, et puis progressivement, il va aller vers les mains, vers d'abord l'épaule, le coude, le poignet, les doigts, et puis ensuite les jambes. Et donc, tu veux dire que quand le bébé il tète, en fin de compte, les premières choses qu'il fait, c'est comme s'il explorait tout ce qui est autour de la tête, et puis progressivement, ce bon développement va aller dans tout le corps, toute la posture, tout le système digestif, tout le système même neurologique peut-être, je sais pas comment. Oui, oui, tout à fait, exactement. En fait, la manière dont ces fonctions oromaxillofaciales vont se développer, évoluer dans un sens comme dans un autre sens, vont en fait impacter la manière, par exemple, dont la posture va pouvoir, la posture, elle, va se développer en fonction des fonctions oromaxillofaciales, en fait, en fonction de comment la tête, comment la langue, comment le visage va bouger, va impacter en fait tout le reste du corps. Donc vraiment, le céphalocodal a énormément de sens. Où tout commence dans la découverte de l'enfant, du bébé, ben, il découvre par la bouche. Voilà. Euh, Ouais, ouais. Nous, on dit qu'au niveau de la bouche, c'est la première sphère cognitive. Le bébé, il explore d'abord par sa bouche et ensuite, il va transférer vers les yeux et les oreilles. Mais que mhm, si cette première sphère cognitive, elle ne se met pas en place parce qu'il n'a pas pu mettre en bouche, parce qu'il n'a pas pu téter correctement, parce que tout un tas de choses, eh bien, il va avoir du mal à transférer aux yeux et aux oreilles. Et il va manquer de curiosité vers le monde extérieur. Parce que c'est souvent, on est dans une société aussi, on dit touche pas, mais pas à la bouche, c'est sale, etc. Et ouais. l'enfant, je ne sais pas si c'est vrai, tu peux me dire, je crois que le bébé, il a beaucoup plus de papilles gustatives, il a beaucoup plus de sensations, comme s'il voyait, entre guillemets, en trois dimensions dans sa bouche et qu'il avait plein d'informations Mhm. et qu'il ne voit pas bien et il ne peut pas analyser ce qu'il entend et que progressivement, justement, ça va passer parce que… Oui, mais tout à fait. Mais tu vois, on le voit avec, alors je sais jamais prononcer le mot, l'homunculus de Ouais, Painfield, là, tu vois, le singe. ouais, ouais, Donc pour ceux qui nous écoutent, il faut imaginer, en fait, la représentation se fait, c'est un espèce de, c'est pas un singe, en fait, c'est un singe homme. Et en fait, ce singe homme, il a une énorme bouche En et des fait, énormes mains et des gros pieds. En Et fait, c'est ça, la représentation au niveau du néocortex, la c'est ça. proportion de chaque zone du corps sur le néocortex. Et quand on fait un dessin de ça, ça fait un bonhomme tout difforme avec une énorme Exact, mâchoire et des grandes mains, mais un tout petit tronc, etc. Donc c'est exact, l'homunculus, ouais. Mais c'est la carte. Il y a l'homunculus sensitif et le moteur. Et, exact. et, et donc, excuse-moi, tu voulais dire que sûrement la Non, et donc mâchoire, c'est… voilà, le sensitif, il est super représenté au niveau de la bouche et au niveau des mains, qui montre vraiment bien ô combien le bébé va découvrir son environnement par les mains et par la bouche en mettant ce qu'il va attraper. Il va ça c'est réflexe, ça c'est toi qui expliquera mieux que ça. Le bébé, voilà, quand il touche quelque chose, il va le prendre, il va l'attraper, le réflexe d'agrippement, et ça va être un réflexe aussi pour lui de mettre en bouche. Et en fait, mais moi je dis toujours, Dame Nature est vraiment super bien faite. Quand on y pense, c'est vraiment génial et ça permet en fait au bébé de découvrir son environnement et de se sentir en sécurité avec son environnement parce que voilà, il a plein de récepteurs sensitifs au niveau de sa bouche et au niveau de ses mains, justement pour découvrir petit à petit, comme tu disais, de la bouche aux yeux, aux oreilles et puis c'est ça. vers le tronc, quoi, céphalocodal. Ouais. Alors, comme on a préparé cette réunion, je sais que tu as une petite pyramide à nous présenter. Et pour ceux qui nous écoutent en audio, on va la décrire parce qu'elle est très simple, cette pyramide. Oui, tout à Magnifique. fait. Ben, c'était la pyramide des fonctions oromaxillofaciales dont on parle de plus en plus. Alors, donc je vais la décrire pour ceux qui nous écoutent. Alors, vous imaginez ben, une pyramide. Alors, cette pyramide, on pourrait l'imaginer dans les deux sens, en fait. À l'envers ou à l'endroit, c'est un peu comme on veut, un peu comme Kennedy qui a renversé la pyramide alimentaire ici aux États-Unis il y a quelques semaines. On pourrait aussi la renverser, en fait, cette pyramide. Mais en tout cas, le plus important de retenir, c'est que, alors, et des pyramides comme ça, on pourrait en faire plusieurs aussi, hein, sur plusieurs thèmes. Ici, moi, j'ai pris la pyramide des fonctions oromaxillofaciales, euh, avec à sa base le nez, la respiration par le nez. Et en fait, vraiment pour dire que tant que ce nez n'est pas libre, tant que ce nez ne respire pas, eh bien, la mastigation qui est juste au-dessus, qui est vraiment le niveau au-dessus de la respiration nasale,
la mastication va avoir du mal à se réaliser correctement, proprement. Et pour ça, je vais donner un exemple tout simple. Tous et toutes qui vous nous écoutez ici, vous prenez votre pince pouce index, vous vous bouchez le nez et vous essayez d'avaler votre salive. Mais ça va être beaucoup plus compliqué en fait. Ça va être plus compliqué parce que je vous ai expressément bouché le nez, parce qu'en fait, tant que ce nez n'est pas débouché, eh bien, tant qu'on n'est pas en respiration nasale à 100%, eh bien, la mastication va être plus difficile. Tout Mais, comme au-dessus de cette mastication, on va avoir la déglutition. Pour pouvoir déglutir des aliments, il faut avoir une bonne mastication. Il faut pouvoir déglutir une petite purée toute sans morceaux. Hein, si j'arrive pas à bien mastiquer, qu'il me reste des gros morceaux dans la bouche, ben, je vais avoir plus de difficultés à déglutir. Et tout au-dessus de la pyramide, en fait, ben, il y a l'articulation, le langage, la parole. Pour pouvoir parler, ben, en fait, je dois avoir des bonnes fonctions oromaxillofaciales. Hein, de nouveau, si je me bouche le nez, je vais avoir beaucoup plus de difficultés à vous parler et à vous expliquer des choses. Je vais être beaucoup plus essoufflée. Enfin, voilà, donc on voit vraiment ô combien, à la base, on a cette respiration nasale, et puis la mastication, la déglutition, et puis tout en dessous, le langage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que, par exemple, des enfants qui ont des difficultés d'articulation, la première chose qu'il faut aller voir, ben, c'est le nez. Est-ce que ces enfants respirent par le nez? Tout simplement pour dire que, par exemple, voilà, on va pas commencer par leur faire répéter chat, chat, chat. Non, tant que le nez n'est pas dégagé, n'est pas débouché, tant que l'enfant n'est pas en respiration nasale, ben, en fait, il pourra pas dire chat, il va dire chat. tiens, Donc, voilà, cette respiration nasale, c'est vraiment la base de la base de la base pour tout traitement, même si je prends l'exemple d'un traitement orthodontique, hein, maintenant, quasiment presque 100% des enfants ont besoin d'un traitement, ont besoin d'orthodontie. Parce que voilà, on observe que, bon, il y a plein de facteurs qui fait qu'il y a énormément de malocclusion dentaire et que les palais sont devenus très étroits. Et donc, beaucoup d'enfants vont avoir besoin d'avoir un petit coup de pouce pour développer leur palais, pour agrandir leur palais. Mais la même chose, en fait, si on fait de l'orthodontie sans avoir dégagé le nez en priorité, sans leur avoir rééduquer cette respiration nasale, ben en fait, on va avoir échec et mat du traitement d'orthodontie. mhm. Donc voilà, c'est vraiment pour dire au combien la base, c'est vraiment le nez, le nez, le nez, le nez, la respiration par le nez. Et puis alors après ça, petit à petit, cette pyramide s'affine vers le haut, vers la mastication, la déglutition et le langage. D'accord, Donc d'accord. voilà, Et, ça c'était cette fameuse pyramide des fonctions ok, oromaxillofaciales. ok, 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 super. Mais alors, j'ai une question. Est-ce que c'est vrai que les enfants à la naissance, ils ne peuvent respirer que par le nez? Alors oui, en fait, anatomiquement, le larynx, quand il naît, le larynx est plus haut que chez un adulte, que chez un enfant qui est déjà un petit peu plus grand. Et en fait, c'est une protection contre les fausses déglutitions. C'est pour être sûr que cet enfant, en fait, n'ait que du liquide, n'ait que du lait maternel, en fait, parce que à cet âge-là, il est censé que boire du lait au sein de sa maman. Et donc, c'est vraiment, voilà, c'est pour permettre, oui, c'est une protection contre le fait d'avaler quelque chose qui n'est pas censé avaler. Et donc, du coup, comme ce larynx, il est plus haut à la naissance, ben, l'enfant ne peut pas respirer par sa bouche. Il va pas pouvoir respirer par sa bouche. Par contre, ce larynx va descendre petit à petit au fil des semaines, au fil des mois, et la respiration buccale va pouvoir se développer aux alentours de 5 mois, environ 5 6 mois. Parce que voilà, il y a une descente progressive de ce larynx pour laisser place à la respiration buccale, qui est en fait une respiration d'urgence. Mais en effet, Mhm, au départ, l'enfant naît mhm. pour respirer le bébé naît pour respirer uniquement par son nez. Ouais. Comment il fait s'il a son nez bouché, le petit enfant? Ouais, Il ben a, c'est je pour sais pas, ça, ouais. un mois ou deux, comment il fait? Alors c'est pour ça qu'on va les entendre ronfler, hein, on va les entendre. Voilà, ils vont être très inconfortables et c'est pour ça que les petits loulous, bon, au-delà qu'ils ont un système respiratoire pulmonaire plus sensible, plus petit, etc., c'est pour ça qu'en fait, ils vont vite, en cas de rhume, d'un virus des voies respiratoires supérieures, ils vont être plus sensibles, ils vont plus vite être malades, ils vont plus vite désaturer, par exemple, ils vont devoir être plus vite hospitalisés. Voilà, parce qu'ils n'ont pas ce système de secours pour pouvoir respirer, donc ça joue. Mais voilà, ils vont forcer. En fait, ils vont forcer pour y arriver. Mhm, mhm. Et c'est en forçant qu'ils vont créer plein de déséquilibres dans leur posture, dans leur corps, dans... Voilà, exactement. C'est vraiment cet effort respiratoire qui va notamment, entre autres, qui va donc déjà modifier les pressions intrathoraciques et intra-abdominales. Alors, je force pour réussir à arriver par mon nez, et en forçant.
Pardon, j'ai déjà une compression du thorax et une dilatation de l'abdomen. Et donc, ça va donner ces tableaux cliniques de reflux, de coliques, de ballonnement abdominal, de posture en hyperextension, euh, voilà, de toute une série, en effet, de tableaux cliniques qu'il peut y avoir avec cet effort respiratoire, en fait. Oui. Mais euh, tu veux dire que normalement, un enfant, il doit pas ronfler. On sait à quel point pour les adultes et les personnes qui vieillissent un peu, et que ça vient très jeune, malheureusement, on commence à ronfler et tout, on prend du poids, il y a un affaissement de je sais pas quoi, des muscles et tout. On sait que c'est très délétère pour la santé. On en parle de plus en plus. Les gens, ils mettent, je sais pas comment ça s'appelle, un appareil pour respirer la nuit et tout. Ouais. Et tu veux dire pour les bébés, enfin les bébés ou les petits-enfants, 2, 3, 4 ans, enfin n'importe quel enfant, en fait, ils ne devraient pas ronfler tu veux dire, en fait, tous les humains, quand ils dorment, ils ne devraient pas faire de bruit. Tout à fait. On devrait tous, absolument tous, quel que soit l'âge, finalement, pouvoir avoir une respiration nasale sans effort respiratoire pendant la nuit. Donc, c'est-à-dire silencieuse. C'est une respiration nasale qui est silencieuse, comme une petite souris qui respire, hein. C'est comme si on avait une petite feuille de papier, une petite plume sous le nez, et on Mhm. est censé pouvoir respirer par notre nez tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec cette petite plume sous le nez qui ne bouge pas, en fait. Mhm. euh, qui ne bouge pas, qu'on ne voit pas, qui est silencieuse. Donc voilà, donc moi, une maman qui, par exemple, va me dire, moi, j'arrive pas à dormir avec mon bébé à côté de moi tellement il fait du bruit quand il dort, eh Mhm. bien, c'est très probablement un bébé qui a déjà de l'effort respiratoire, qui a peut-être le nez bouché, qui a peut-être des voies respiratoires supérieures plus étroites qu'elles ne devraient être, et qui est déjà, en fait, potentiellement sur la voie d'apnée plus tard. Ça, c'est vraiment là un peu l'étape ultime. Mais voilà, quel que soit l'âge, en fait, on doit tous, tous, tous être en respiration nasale silencieuse, fluide, sans effort, de jour comme de nuit, quel que soit l'âge. Et c'est évidemment encore plus vrai chez les bébés et chez les enfants. Mhm. Je vais revenir à la pyramide dans un instant, mais je peux pas m'empêcher, moi, quand j'entends ça, en plus, tu es docteur et tout, tu dis les enfants, ils devraient respirer par le nez, enfin, tout le monde devrait pas faire de bruit. Alors, j'ai deux questions. Un, bah, qu'est-ce qui fait que chez certaines personnes, ça marche pas bien? Et évidemment, tu ne vas pas rentrer dans tous les détails parce que je sais que tu fais des formations et qui durent des jours et des jours et des jours, mais quand même, je suppose que tu Ouais. dis aux parents et que tu fais des conférences de prévention. Qu'est-ce qui fait que les enfants, bah, finalement, tout d'un coup, ils respirent pas comme il faut? Mhm. Et la question qui viendra après, c'est et qu'est-ce qu'on fait? Admettons, moi j'entends un enfant qui fait ça ou des parents me disent ça, qu'est-ce que je leur dis? Il faut aller voir qui? Ouais. Voilà. Mais d'abord, si tu veux bien me dire. Ouais, le pourquoi, ben, le Ouais. pourquoi, je vais les citer hein, rapidement. Alors, ben, le manque d'allaitement maternel, on a affaire à, grosso modo, la quatrième génération d'enfants non allaités ou allaités de manière écourtée. Or, maintenant, on sait vraiment que c'est l'allaitement maternel sur plusieurs années qui va permettre à ces fonctions oromaxillofaciales de se développer, d'évoluer correctement Mhm, et de permettre une bonne occlusion dentaire et un bon développement au niveau du palais, parce que le palais, c'est le plancher du nez. Je dépose ça là comme ça pour mhm, l'instant. mhm, mhm, Euh, donc ça, c'est vraiment une première chose et c'est pas la faute des mamans, hein, c'est pas du tout ça que c'est vraiment une responsabilité de tout le monde. En fait, on est tous responsables de l'allaitement maternel. Voilà, mais les mamans ne sont pas suffisamment soutenues, elles doivent retourner au travail très tôt. Voilà, donc on est dans un système qui ne permet pas d'allaiter son bébé sur plusieurs années. La deuxième chose, ben, c'est l'industrie agroalimentaire. Donc, c'est l'alimentation qui est molle, molle et industrielle. mhm. Molle, ben, du coup, on ne mastique plus. Or, c'est aussi la mastigation qui va permettre au squelette de rester en bonne santé, hein. Le premier traitement de l'ostéoporose, c'est d'aller faire du sport et d'aller porter des Ouais. poids, et non les médicaments comme on nous fait croire. Donc voilà, c'est vraiment le fait de mastiquer Oui. correctement qui nous permet de maintenir des bonnes fonctions oromaxillofaciales à travers les âges, les années. Donc l'industrie agroalimentaire. Mais donc du coup aussi, ben, on a l'obésité, hein, mais ça va de pair avec Mhm, l'industrie agroalimentaire. mhm. On a aussi tout ce qui est pollution environnementale qui bouche J'ai les vu. nez. Du coup, comme on a le nez bouché, ben, on ne sait plus, voilà, on n'a plus Ouais, des solutions efficaces. est-ce que tu sais le taux, on a l'impression que le taux d'allergie explose, qu'il y a de plus en plus d'enfants et d'adultes qui Oui, sont allergiques, quoi. On a l'impression oui, que presque tout le monde est allergique maintenant, ou je sais pas quel est oui. les Oui. chiffres, mais Je ne sais pas le taux, là je ne saurais pas te donner un ouais, chiffre exact, donc je ne vais pas dire de ouais, bêtises, ouais. mais par contre j'avais trouvé des études qui montraient qu'un enfant en moyenne faisait 5 épisodes de rhume sur l'année. Ah Euh, ouais.
beaucoup, en fait, ce qui est quand Ah même bah oui. beaucoup, hein. C'est beaucoup. Donc voilà, mais le taux d'allergie, en effet, maintenant les allergies, c'est vraiment devenu pathologie commune à l'être humain, quoi, qui n'est pas normal parce que oui, Bien sûr, bien jamais sûr. l'être humain n'a eu Ouais, des ouais, rhumes comme ouais, ça. ouais. Ouais. Donc, il y a certainement aussi une baisse d'immunité associée hein, Mm. suite à la malbouffe, suite au stress. La Voilà, il y a certainement pollution. quelque chose qui doit Ouais. jouer de ce côté-là aussi. Ouais. Alors, le stress aussi, hein, on sait que le stress induit de la respiration buccale. Donc ça joue le stress du quotidien, voilà, la société anxiogène dans laquelle on vit au Mhm. quotidien. Donc ça joue très certainement aussi. Quoi d'autre encore? Ben Bah, voilà, c'est peut-être. déjà pas mal, hein. Je pense Ouais, que ouais, j'ai ça fait déjà. les On va pas tout principales. évi- Les écrans aussi, évidemment. Ouais. On est devant l'écran comme ça, hein, la bouche ouverte, Mm, bossu. mm, Donc voilà, ça joue certainement aussi. Le fait d'être assis toute la journée derrière son mm. ordinateur, à l'école, Et euh, peut-être les tout ça. perturbateurs endocriniens ou les polluants et des trucs comme Oui, ça. Ouais. oui, tout à fait, tout à fait. Bon, bah ouais. Alors j'avais la deuxième partie de la question, c'est, bon, peut-être je vais un peu trop vite, c'était peut-être vers la fin, mais qu'est-ce qu'on fait? J'entends Oui, mon enfant qui a 2 ans, 3 ans qui ronfle et je vais où? Je vais chez le kiné, je vais chez oui, l'orthophoniste, oui, je oui. vais chez le généraliste, je vais chez l'ORL, je vais chez l'allergologue, Ouais, tout à fait. Alors j'admets l'ostéopathe. alors, c'est pas une question facile parce que il y a encore un déni, il y a quand même encore un gros déni parmi les professionnels de la santé, de la périnatalité, les paramédicaux. Enfin, dans le domaine médical, il y a quand même un gros déni au niveau de ces problématiques. Donc, il y a beaucoup de parents qui vont à juste titre s'inquiéter pour leurs enfants, consulter leur médecin qui va dire, ah, c'est pas grave, on s'en occupera plus tard. Mhm, Voilà, mhm, là, je cale un peu parce que j'ai envie de te dire que les parents ont vraiment raison de s'inquiéter et ont mhm, raison de consulter. Donc ça, la première chose que j'ai envie de dire, c'est ne lâchez pas et continuez à consulter jusqu'à ce que vous tombiez sur la bonne personne. mhm. Voilà, Ouais. là, Il y a un manque d'information sur le sujet qui est patent, quoi. qui est voilà, absolument phénoménal. Même si, voilà, il y a quand même, on en parle de plus en plus et ça fait son petit bonhomme de chemin. Donc, il faut quand même souligner qu'il y a eu pas mal de progrès ces cinq dernières années. Mais voilà, il y a encore du progrès à faire. Alors, tu me dis, OK, qui consulter? Ben, en fait, qui consulter, c'est d'abord le nez. Est-ce que ce nez est bien Mhm, dégagé? mhm, OK, donc moi, systématiquement, je demande par exemple une consultation médicale, idéalement avec un ORL qui va voir si les voies respiratoires supérieures sont dégagées. Ça, c'est vraiment, mhm, est-ce que la cloison du nez, elle est droite? Est-ce qu'il n'y a pas des grosses patates dans la gorge ou derrière le nez avec les amygdales et les végétations? Parce que voilà, si on a des végétations et des amygdales qui sont très enflammées et qui vont boucher les voies respiratoires supérieures, en fait, tant que ces voies respiratoires supérieures sont bouchées, on va pas pouvoir entamer de thérapie en fait. Ça va être mhm, très compliqué. On risque d'être en échec. Donc c'est vraiment d'abord il faut déboucher les tuyaux, moi comme je dis, vraiment déboucher, s'assurer que les voies respiratoires supérieures soient dégagées. Alors ça peut être aller consulter aussi un allergologue parce que voilà s'il y a des allergies, il faut traiter les allergies. Donc voilà, ça peut être un ORL, un allergologue. Alors, c'est très intéressant aussi de consulter les orthodontistes. Parce que là aussi, la manière dont le maxillaire inférieur et la mâchoire vont s'emboîter, vont se mettre, ben, en fait, ça va impacter également l'ouverture de nos voies respiratoires supérieures. Donc, en fait, idéalement, c'est avoir une double consultation, ben, un ORL, est-ce que les tuyaux sont débouchés et orthodontique, tiens, est-ce que la mâchoire, comment la mâchoire s'emboîte, comment ça se passe du côté de la mâchoire et du coup de voir du coup est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque les voies respiratoires supérieures. D'accord, d'accord. Voilà, Mais, pour moi, mais, mais l'orthodontiste, tu vas pas voir un orthodontiste quand ton enfant il a 3 ans. À quel âge on va chez l'orthodontiste? alors, si, 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 moi, c'est maintenant les nouvelles recommandations et ça, c'est chouette parce que, par exemple, en France, maintenant, l'association en orthodontie pédiatrie recommande en fait les premières consultations aux alentours de 3 ans, Ah, au plus tôt, au mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, parce que les enfants sont déjà pathologiques à cet âge-là. En fait, les enfants sont déjà en difficulté respiratoire et en difficulté de sommeil et d'apprentissage et voilà, de tout ce qui en découle. Donc, pourquoi attendre? Ça, c'est vraiment la première question quand j'ai un parent ou un professionnel qui me dit oui, mais c'est tôt, il a 3 ans. Et puis, je dis, mais madame, monsieur, pourtant, vous me dites qu'il a ça, 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 ça. L'orthodontiste a dit d'attendre, mais pourquoi?
qu'est-ce qu'on gagne à attendre? Justement, on Mm. gagne, on perd tout à attendre. Donc en fait, au plus tôt, au mieux. Au plus tôt, au mieux. Alors je sais que de nouveau, on est confronté à une réalité de terrain, hein, où les parents se font renvoyer en disant, ah ben non, tant qu'il n'a pas perdu toutes ses dents, on ne fait rien. Mm. Voilà, donc je sais que Mm. c'est une galère, c'est quelque chose qui est compliqué parce que voilà, les parents ne sont pas écoutés, ne sont pas entendus, sont renvoyés chez eux, alors que l'enfant est déjà pathologique, il a déjà des symptômes, il ronfle déjà, etc. Or, le plancher du nez, ben, le palais, c'est le plancher du nez, quoi. Donc, Et excuse-moi, je t'arrête parce que je me fais un peu, non pas l'avocat du diable, mais ouais, moi, l'idée que j'ai un peu bête du dentiste, c'est parce que, enfin, de l'orthodontiste, c'est que moi, j'ai vu toute mon enfance des enfants, enfin, des ados, c'était en général vers pré-ado, ils mettent des ouais, bagues et tout parce que leurs dents, elles sont pas belles, c'est pour faire beau. On veut redresser les dents pour que ce ouais. soit un beau sourire ou quoi. Je me rappelle, j'avais une tante qui avait les dents toutes travers et tout. Nous, on avait peur qu'on était enfant et tout. Mais je suppose que c'est pas ça dont tu veux parler. C'est pas une histoire d'alignement des dents, c'est une histoire de Non, palais, de ce que tu viens d'expliquer. Tu veux. exactement. C'est vraiment une histoire. Est-ce que le palais est suffisamment large? Est-ce qu'il est suffisamment grand? Est-ce qu'il est suffisamment bien développé? Parce que sans ça, la respiration du nez ne pourra pas se faire de manière optimale. Et est-ce que l'occlusion dentaire, est-ce que la mâchoire s'articule proprement? Parce que cette articulation, cette occlusion va impacter en fait les voies respiratoires supérieures. Et donc, il y a un paradigme à changer en fait. Il faut vraiment balayer ce paradigme des bagues dentaires pour aligner les dents. Parce que la question qu'il faut toujours se poser, pourquoi ces dents ne sont pas alignées? Donc Mm, jamais dans l'histoire de l'humanité, on a vu des hommes, des femmes et des enfants avec des dents qui n'arrivent pas à s'aligner. Quand on déterre des crânes anciens, toutes les dents sont super bien alignées. mm, Donc la question qu'il faut se poser, c'est plutôt que de mettre des bagues dentaires pour faire beau et aligner les dents, c'est pourquoi? Et en fait, c'est pour ça que voilà, au plus tôt on se pose la question du pourquoi et au plus tôt on agit. En fait, en agissant dès l'âge de 3 ans, même avant, on va pouvoir faire de la prévention avant avec plein de choses. Eh bien, on va éviter les bacs dentaires tout simplement et on va surtout faire des traitements qui sont fonctionnels. On va mm, vraiment réfléchir en fait aux fonctions oromaxillofaciales, pas à la beauté des dents qui sont bien alignées, mais sur la manière dont le corps va pouvoir fonctionner grâce à un traitement en orthodontie le plus précocement possible. Et peut-être une dernière chose pour expliquer pourquoi le plus précocement possible, parce qu'on sait que mm, la mâchoire, elle est articulée avec le crâne. Et donc, le crâne, la manière dont le crâne va évoluer, va grandir, va s'agencer, eh bien, dépend des mouvements qui vont se faire au niveau du visage et au niveau de la mâchoire. Et or, on sait que ce crâne, ben, il est malléable les 3 premières années de la vie, en fait. Les sutures, on sait qu'elles sont encore un peu malléables. On va pouvoir, du coup, faire des traitements plus rapides, qui vont être plus rapides et qui vont moins forcer sur le corps. Parce qu'une fois que c'est fixé, au niveau de la mâchoire et du crâne. Et en fait, c'est fixé aux alentours de 6 7 ans. En fait, à six c'est sept ça. ans d'âge, il y a 80% du développement crânio-facial qui est fini, en fait. Après 6 7 ans, ça va plus tellement grandir, c'est fini. Donc, Mm, si l'enfant manque déjà d'espace à cet âge-là, ça sert à rien d'attendre. Il en manquera toujours 1 an, 2 ans, 5 ans plus tard. mm. De nouveau, pourquoi attendre? Donc voilà, c'est vraiment en lien avec toute cette croissance crânio-maxillofaciale, ce développement crânio-maxillofacial, en fait, qui explose entre 0 et 3 ans, grâce à quoi? Normalement, idéalement, grâce à l'allaitement maternel, grâce à la succion du bébé au sein. Tu veux dire, euh, et je veux que les gens ils comprennent ça bien, si le bébé dans ses premières années de vie, il a beaucoup tété le sein de sa mère, que après évidemment il va pas téter exclusivement pendant les 3 premières années, il va Non. être allaité exclusivement 6 mois et après il va commencer à manger Ouais. et il va manger des choses qui vont le faire mastiquer, etc. Il va Mhm. utiliser sa langue d'une certaine manière en mastiquant et en tétant, que ça va faire des pressions sur son palais, que sa Mhm. langue qui est mobile, elle va appuyer sur les os du crâne, que ça va changer la forme de son crâne, que ça va modeler la forme de son crâne, de tous les os crâniens, de qu'est-ce que tu dis, la base pour respirer, le palais Mhm. du nez. Non, comment Ouais. tu dis, le palais, c'est Oui, quoi? en fait, le palais de la bouche, c'est le plancher du nez. Ah bah oui, 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 bien sûr. Le palais, c'est le plancher du nez, donc ça va changer la manière dont mon nez est, je sais pas quoi, écarté, respire, mes sinus, mes trucs et tout. J'aurai moins de rhume, mon crâne, je sourirai plus facilement, mes muscles du cou, mes sternocléidomastoïdiens, je sais pas quoi, mes trapèzes et tout, ils vont être mieux alignés, ma posture sera plus en face. Tu veux dire que ce qui se passe là dans les premiers mois et première année va mettre en place toute la posture, la respiration, la face, des trucs, j'imagine, qui se passent aussi au niveau hormonal, parce que tout ce que tu dis, respiration, le Oui. crâne, ça active des tas de trucs. Enfin, j'ai travaillé avec des ostéos, donc je sais qu'il y a des tas de choses qui se passent et tout. Tu peux, je dis des bêtises là ou c'est tout à fait juste?
C'est absolument juste. Et j'ai envie de te dire, la tête que tu as aujourd'hui ou la tête que moi j'ai aujourd'hui ne dépend pas de la forme du visage de mon père et de ma mère ou de ton papa ou de ta maman, même si un petit peu, hein, quand on est, on dit, ah, il Oui. ressemble à son papa, ah, il ressemble à sa maman. Mais en fait, à partir de la naissance, ce sont toutes les fonctions oromaxillofaciales qui vont influencer la forme de visage. Donc en fait, la forme de mon visage, la forme de ton visage, la forme de votre visage, en fait, est le résultat de vos fonctions ou vos dysfonctions oromaxillofaciales. Est le résultat de est-ce que vous avez été allaité ou pas, au biberon, au sein, de ce que vous avez mangé, est-ce que vous avez mastiqué, est-ce que vous avez mangé des aliments entre guillemets bruts, ou bien est-ce que vous avez mangé du mac and cheese durant toute votre vie. En fait, voilà, vraiment, notre tête est vraiment le résultat de tout ce qui s'est passé entre notre naissance et qui on est, enfin, la forme que nous avons aujourd'hui. Moi, par exemple, pour ceux qui nous regardent en vidéo, moi, j'ai un visage qui est quand même un peu allongé. Mhm. OK? Il n'est pas non plus super allongé, mais j'ai quand même un visage, oui, qui est quand même allongé, hein, Mhm. qui est plus allongé que ce qu'il ne devrait être. Mais moi, enfant, j'ai eu pas 5 rhumes sur l'hiver, mais j'avais 10 rhumes sur chaque hiver. Moi, je vivais mes hivers avec le nez bouché, donc j'étais en respiration buccale. Et donc, clairement, la forme de mon visage est le résultat de cette respiration buccale durant de nombreux hivers, est le résultat du fait que ma maman n'a pas réussi, n'a pas reçu le soutien pour pouvoir m'allaiter. Donc moi, j'ai été nourrie très très rapidement au biberon. Alors j'ai eu une très bonne alimentation quand j'étais jeune, donc j'ai quand même mastiqué, j'ai quand même reçu, ça j'avais des parents qui étaient très à cheval sur l'alimentation et qui nous ont servi, je pense, des très très bonnes choses. Donc ça a certainement dû aider à compenser un petit peu. Mais voilà, la forme de mon visage est surtout le résultat de ce qui s'est passé en fait les premières années de ma vie. Et Mhm. non pas du visage de mon papa ou de ma maman, ou très peu, un Waouh, petit peu, mais pas beaucoup. Et waouh. souvent, on va dire qu'il ressemble à son papa ou qu'il ressemble à sa maman, parce que par exemple, imagine, on a un papa qui a un visage très allongé et en fait, on a un enfant qui développe un visage très allongé, on va dire, oh, il ressemble à son papa, Ouais. c'est incroyable. Mais en fait, oui et non, c'est surtout qu'il a développé, comme son papa, probablement une respiration buccale durant son Mhm. enfance, qui fait Mhm. qu'en fait, il a pris surtout la forme de visage de son Mhm. papa. Voilà, j'invente, hein. Ouais, Mais oui. ouais, 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 ouais. Alors, je vais vendre un peu la mèche, mais il y a quelques mois, tu nous as contactés parce que vous êtes parti de gens que tu connais et tu as dit, ouais, j'ai écrit un truc, est-ce que vous voulez relire? J'ai envie d'écrire un livre sur le sujet des fonctions oromaxillofaciales. Et en fait, tu l'avais écrit à Ludivine, je crois. Et moi, j'ai regardé dans ses mails, parce qu'on partage la boîte mail professionnelle, et j'ai dit, quoi, Caroline écrit un livre sur les fonctions oromaxillofaciales et on a une maison d'édition, Ressources Primordiales, il faut qu'elle le publie chez nous. Et donc, bah, ça fait plusieurs. Bah, toi, ça fait depuis combien de temps que tu travailles sur ce bouquin? Oh là là, alors ça fait des années qu'on me dit, Caroline, faut que tu écrives un livre, Caroline, faut que tu écrives un livre, et je sais pas, je le sentais pas, j'arrivais pas, enfin j'étais, voilà, bref. Donc j'ai gardé cette petite idée dans un coin de ma tête en me disant, ben voilà, le jour viendra, si un jour il vient, mais je vais pas me forcer non plus parce que ça va pas. Et puis je sais pas, un jour je me suis dit, ok, là c'est le moment, c'est bon, voilà, ma table des matières était alignée, je dis, ah, ok, c'est ça. Et voilà, au fil de plein de discussions avec plein de professionnels autour de moi, en fait, hein. Et mais donc, ce bouquin, je suis dessus depuis début mai, plus ou moins. Ah Euh, ouais, donc, on est au mois de février. Donc, voilà, j'ai écrit 6 mois non-stop. waouh. Là, je sais pas, février, mars, avril, mai, oui, c'est ça. Donc, on est à 9 mois. Donc, voilà, j'ai vraiment, oui, j'ai écrit non-stop pendant 6 mois. Et puis, ben, on a fait les relectures et les corrections durant ces 3 derniers mois. Donc, voilà, oui, ça fait 9 mois, 10 mois, un processus de 10 mois, oui. Waouh. Avec quatre enfants en plus. Ouais. Oui, C'est pendant qu'ils sont à l'école ou quoi? Ou ils sont oui, oui, devant des oui. écrans toute la journée et tu t'occupes Non, pas de non, tes non, non. enfants? Ah non, non, non. Moi, c'est pendant qu'ils sont à l'école. Il n'y a pas de télé, il y a pas de télévision chez nous. Chez vous. Donc non, non, c'est pendant les heures d'école. Oui, oui, ça, c'est sûr. Mm. Donc voilà, et donc en effet, j'avais Alors, envoyé un petit message à ma newsletter en fait, en disant, tiens, voilà, je cherche des relecteurs. Et puis c'est comme ça ouais. Bah, moi, je suis hyper content parce que du coup, tu nous fais confiance pour qu'on publie le livre. Il va faire à peu près 450 pages. C'est absolument passionnant. On va pas parler du livre trop maintenant et tout parce qu'on va en reparler plein de fois et puis on voudra vous le montrer et tout. Mais le livre, il s'appelle Les fonctions oromaxillofaciales et il a Mhm. deux sous-titres.
les fonctions oromaxillofaciales, clé méconnue de la santé et du sommeil. Et c'est parce Oui. que je voudrais qu'on parle un petit peu du sommeil avant de clôturer quand même le podcast. Et puis ça s'appelle, et il y a un autre sous-titre qui dit comprendre, c'est quoi? Comprendre Comprendre, prévenir et guérir. et guérir. Voilà, donc Ou traiter, je ne sais plus. Traiter ou guérir? ou Traiter, je pense. traiter. Ouais, ouais, ouais. Donc ça veut dire que dans le livre, on va expliquer les fonctions oromaxillofaciales, Mm. tu vas expliquer comment ça fonctionne, comment les détecter, etc. Et puis évidemment des pistes, parce que là, tu as parlé, on n'a pas le temps d'évoquer tout ce qu'on peut, tous les professionnels qui vont travailler sur ce sujet, y compris les kinésithérapeutes, les orthophonistes, et même les ostéopathes et tout. Mais on va en reparler parce que c'est important cette pluridisciplinarité, parce que tu insistes tout le temps dans le bouquin sur ça. Il n'y a pas un professionnel qui soigne les fonctions OMF, quoi. C'est au carrefour de plein de trucs. Mais il y a aussi une spécialité qui s'appelle TMF, ça veut dire thérapie Thérapie vas-y, ça veut dire myofonctionnelle. thérapie, Thérapie myofonctionnelle. thérapie myofonctionnelle. Et ça, c'est des techniques que les kinésithérapeutes, orthophonistes, différents professionnels peuvent utiliser. Tu peux dire un peu c'est quoi ces TMF, thérapie myofonctionnelle, Oui, exactement? oui, en fait, à travers, alors chez les enfants, ça va être à travers des jeux, chez le bébé, on peut pas vraiment parler de thérapie myofonctionnelle chez bébé, on va plutôt parler de stratégies, voilà, qu'on va mettre en place chez les tout petits, mais voilà, surtout c'est chez les enfants et chez les adultes. En fait, à travers des jeux ou à travers des exercices, on va rééduquer les fonctions oromaxillofaciales. Donc, on va rééduquer la respiration par le nez par plein de manières. En fait, il y a plein de manières différentes de rééduquer sa respiration par le nez. Il y a des méthodes, il y a des types de respiration, il y a des jeux. Chez l'enfant, on va simplement commencer par sentir, quoi. On va prendre des huiles essentielles, on va prendre des jeux de Mm. senteurs, comme ça, et on va d'odeur. Et on va leur apprendre que en fait, le nez, c'est pour sentir, c'est pour respirer. Donc voilà, on va passer par tout. En fait, on va reprendre la pyramide. Et on va commencer par rééduquer la respiration par le nez, puis la mastication, et on va monter comme ça dans la pyramide. Donc voilà, voilà, c'est vraiment à travers d'exercices, de jeux, évidemment avec le nez, le visage, la bouche, les lèvres, la langue, la nourriture, d'apprendre à goûter, sentir, mastiquer. Donc voilà, c'est vraiment des techniques de rééducation pour retrouver des fonctions oromaxillofaciales optimales. Ok. Alors, on en parlera plus et on fera des podcasts ou des interviews sur le sujet, certainement, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais on va pas faire trop long pour cette première fois. Mais néanmoins, le sous-titre de ton livre, il dit quand même les fonctions oro-maxillofaciales, clés méconnues de la santé et du sommeil. Et toi, tes médecins, t'insistes sur, je dirais, tes médecins, tu devrais dire cause de la maladie, et puis c'est tout. Et toi, tu dis base de la santé et du sommeil. Est-ce que tu veux bien dire un peu plus? Parce que, après tout, là, on a dit posture, je comprends, la forme du crâne et tout, mais tu dis quand même santé. Et puis aussi, je tiens à dire que dans le livre, tu ne parles pas que des bébés. On parle des bébés, des enfants, des ados, des adultes et des personnes âgées, des maladies neurodégénératives. Et là, je voudrais quand même qu'on en dise un mot après parce que c'est assez surprenant. Qu'est-ce que ces fonctions OMF ont à voir avec tu parles d'Alzheimer ou de trucs comme ça. Ouais. Ça m'a semblé tellement énorme ça. Mais avant, pourquoi santé et sommeil? Parce qu'en fait, la manière dont on va respirer, mastiquer, déglutir va impacter tous les organes de notre corps. Donc, tous Waouh. les organes de notre corps vont être impactés. Des yeux, je donne un exemple de glaucome dans le bouquin, des yeux aux reins, je donne un exemple de protéinurie dans le bouquin, au système digestif, on en a dit un petit mot en début du podcast, au niveau pulmonaire, enfin, même au niveau de la grossesse, il y a la manière dont la maman va dormir et va respirer, en fait, eh bien, va impacter le placenta, la manière dont le placenta fonctionne pendant la naissance. Donc voilà, en fait, vraiment, toutes ces fonctions oromaxillofaciales impactent tous nos organes du corps. Et ben, aussi le sommeil, parce que pour avoir un sommeil efficace, réparateur, eh bien, on est censé être 100% en respiration nasale. Mhm. Peut-être un petit mot hyper rapide. Pourquoi absolument la respiration nasale? Parce que c'est à travers cette respiration nasale qu'on va pouvoir fabriquer, faire circuler le NO, le monoxyde d'azote.
qui est une molécule vasodilatatrice, c'est-à-dire qui va ouvrir les vaisseaux. Donc en fait, ce NO va permettre d'amener l'oxygène partout dans les organes du corps. Et à partir du moment où on tombe en respiration buccale, ce NO va moins bien circuler. Et donc, du coup, en fait, il va y avoir une hypoxie chronique intermittente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les tissus vont être moins bien oxygénés, en fait, tant qu'on est en respiration buccale. Donc, c'est un peu l'image des micro infarctus, en fait. Les tissus du corps sont moins bien oxygénés, mais que ce soit au cerveau, que ce soit dans les yeux, dans n'importe quel organe du corps. Et voilà, tout aussi vrai pendant le sommeil, quand on dort, notre corps, ben, en fait, il se régénère, il se passe tout un tas de choses quand on dort, et donc il faut absolument que ce corps soit oxygéné correctement, en fait. Et ça passe absolument par la respiration nasale, via Mhm. ce fameux NO dont, voilà, je parle beaucoup dans ce bouquin Ouais, aussi. ouais. Il y a tellement de choses dans le bouquin, hein. Je veux dire, c'est énorme. C'est vraiment, je pense que en français, il n'y a pas vraiment de livre sur le sujet de tout ça, autant aussi ouvert, aussi. Et je veux dire, avant qu'on parle des personnes peut-être âgées ou des maladies dégénératives, tu t'es basé sur, enfin, je veux dire, dans le bouquin, on dit plus de 1500, j'ai bien dit, mais il y a plus que ça, tu m'as dit, parce que sur ton site internet, tu es en train d'en lister d'autres Ouais. près de 2000 études Oui, scientifiques. ben, je crois qu'on a mis plus de 1000 études, Ouais. mais quand je t'ai dit ça, je t'ai dit, mais en fait, on peut en mettre tellement, 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 tellement. Je sais pas au final combien il y en Ouais. aura, mais c'est vrai que voilà, j'avais fait un peu, j'ai des listes et j'ai plein de ressources. Et je me suis à un moment donné amusée à compter un petit peu, et c'est vrai qu'on arrivait à un chiffre absolument pas possible. Mais simplement pour dire que, enfin, c'est pas des trucs que les gens parfois C'est m'associent ça. avec des choses, enfin qu'ils ont l'impression que j'ai inventé ou tombé du ciel. Et en fait, bah ici, j'ai vraiment voulu montrer que ben non, en fait, derrière ce bouquin, il y a vraiment de la science, en fait. C'est pas, j'ai pas inventé des maladies en lien avec la respiration buccale. J'ai pas inventé les problèmes de dysbiose de putréfaction parce qu'on mastique pas bien. Enfin, c'est vraiment enfin, c'est des trucs scientifiques, quoi. Et donc, voilà, oui. Et il Au s'agit pas, final, ouais, je sais il pas s'agit combien il y pas aura de, d'études, mais il y en a beaucoup. ouais, il s'agit pas de 10 ou 20 études sur lesquelles tu vas Non. faire un truc. On parle de centaines et de centaines et de Oui, centaines oui, d'études oui, oui. sur la respiration nasale, sur le palais, la langue, la mastication, la mâchoire, la posture, la santé. C'est énorme, quoi. Et C'est c'est très énorme. bizarre parce que quand j'ai appris ça, parce que Ludivine a suivi des formations avec toi, au début, j'étais un peu dubitatif de tout ce qu'elle me disait. Et puis, elle disait, mais tu sais, il y a des centaines et des centaines d'études. Et je regarde, je dis, mais moi, je suis une personne relativement informée, je lis beaucoup de trucs et tout. Et je dis, mais j'en entends parler quasiment nulle part de ça. Mhm. Et je suis choqué parce que quand je vois, après avoir lu ton livre, je dis, mais c'est impossible. Comment il faut, je vais dire, tous les généralistes devraient connaître ça, tous les kinés devraient connaître ça, les orthophonistes, les psychomotes, même les enseignants, parce que là, on n'en a pas parlé, mais ça affecte tellement les enfants au niveau concentration, mémorisation, scolarité, dyslexie et tout, c'est gigantissime. Ça Mhm. va affecter les TDAH, plein de trucs. Évidemment, on imagine bien. C'est énorme. Donc, Énorme, et je pense qu'en fait, derrière cette énormité, il y a énormément de conflits d'intérêts. Il y a quand même beaucoup de... allez, le pharma et les médecins n'ont quand même pas toujours intérêt à en parler parce que c'est en consultation de 20 minutes. C'est quand même plus facile de donner une petite pilule à la fin de la consultation bah, que de traiter, que d'aller traiter les racines du problème parce que je n'ai pas de baguette magique. Quand on parle de thérapie myofonctionnelle, c'est pas magique. Enfin, si, il y a un côté magique, mais ça prend du temps. En fait, il faut réellement modifier beaucoup de choses dans son environnement, changer beaucoup de choses dans son environnement que pour pouvoir avoir un résultat durable. Donc, voilà, c'est plus facile à l'heure actuelle de donner une petite pilule magique. Ça prend moins de temps, ça coûte, il y a plus d'argent, bon, moins pour les familles, mais plus pour le côté un peu médical, pharma, etc. Tu sais, c'est comme les hôpitaux, ils n'ont pas intérêt à faire de la thérapie myofonctionnelle parce que les hôpitaux, ils ont intérêt à prescrire un maximum de CPAP pour avoir une rentrée d'argent. Donc, je pense qu'il y a un gros malaise. le Euh, CPAP, c'est le truc qu'on met pour dormir quand on ouais, ronfle. c'est ça, on met l'oxygène à pression positive Ouais, ça doit pour coûter dormir cher. Ouais. sous forme de masque. Donc, voilà, il y a un gros malaise quand on parle de tout ça dans le milieu médical parce que
Ça oblige d'admettre on s'est planté et c'est quand même pas facile de se dire merde, j'ai merdé, je me suis trompé. En fait, pendant toute ma carrière de médecin, j'ai dit ça, alors qu'en fait, on aurait pu faire ça. Donc, ça demande quand même une sacrée remise en question et ça demande aussi une remise en question des formations, de ce qu'on a appris. Il faut tout réapprendre. Moi, ces 10 dernières années, j'ai littéralement tout réappris, quoi, hein. Enfin, oui, je suis repartie de zéro, en fait. Alors dans mon cas, j'ai pas eu le choix et c'est peut-être probablement ça qui m'a entre guillemets sauvée et m'a permis d'ouvrir une autre porte et de me rééduquer moi-même en tant que médecin. Mais voilà, il y a beaucoup de conflits intérieurs, de conflits de formation, de conflits financiers qui fait que c'est très difficile en Mm. fait de changer parce que ça demande de changer beaucoup de choses. Ça demande de changer la société, le regard qu'on a sur l'allaitement et donc du coup plus de soutien au niveau des femmes et des enfants. Ça demande de changer l'alimentation, de changer la pyramide alimentaire, ça demande d'aller toucher à l'industrie agroalimentaire qui est très très forte. Ça demande d'aller toucher à l'industrie pharmacologique qui est aussi très très puissante. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment tout ça qui dérange en fait. C'est très dérangeant le discours. Mm. Et Mm. donc ces études scientifiques, elles sont là. On partage pas trop parce que bah, on n'a pas trop intérêt à les partager. Il y a aussi une difficulté que c'est pas facile de faire des études parce que ce sont des études qui ne rapportent rien. C'est Généralement, ça. quand on fait une étude clinique, c'est pour toucher à une petite pilule rouge, verte ou bleue ou jaune qui va rapporter de l'argent. Ici, ça Mm. rapporte pas de l'argent, la TMF. Mm. Enfin, je veux dire, on guérit les gens, quoi. Littéralement, on guérit les gens. Donc, en fait, au final, ça ne rapporte rien à cette grosse machine qu'il y a derrière. Donc voilà, il y a à la fois beaucoup d'études cliniques, mais à la fois, il n'y en a pas non plus beaucoup, si je peux dire ça comme ça par rapport à d'autres, parce que ce sont des études qui rapportent rien. Enfin, je vais prendre un exemple, l'iode. L'iode qui, je pense, a un impact énorme au niveau des fonctions oromaxillofaciales, au niveau même du frein lingual restrictif. On n'en a pas parlé, c'est pas le sujet du jour. Mm. Mais cette iode qui, au niveau de la santé, est super importante, ne rapporte rien. C'est un produit qui coûte que dalle. Donc, en fait, il y a très peu, il n'y a pas beaucoup d'études sur l'iode. Mm. C'est parce que, mais c'est une molécule qui dérange fortement parce que peu coûteuse et rapporte peu. Donc voilà, c'est là aussi où parfois c'est difficile d'avoir certaines études qu'on voudrait avoir, mais parce que ça n'intéresse personne d'aller dépenser de l'argent dans une étude qui ne va rien rapporter au final. Donc on est un peu dans cette marmite sous ébu, enfin qui, tu vois, c'est cette cocotte minute Ouais, difficile ouais. à Je vois, apaiser, quoi. je vois. C'est marrant que tu me parles de l'iode parce que tu es la deuxième médecin que j'interroge dans ce podcast et sur notre chaîne. L'autre, c'est Michel Audin, qui malheureusement est décédé il y a l'été dernier. Et Michel Audin, il parlait de l'iode et de l'importance de l'iode. Il en parlait tout le temps dans ses formations, dans ses livres et tout. Il parlait de l'importance de l'iode. C'est une petite parenthèse que je trouve amusante. J'interviewe deux docteurs et les deux me parlent de l'iode. Il y a quelque chose. Allez creuser le sujet, C'est mesdames et génial, messieurs. quoi. Et alors, juste pour pas être trop long, quand même un tout petit mot sur cette histoire de, parce que dans le livre, ça m'a vraiment choqué, cette histoire de maladie neurodégénérative ou quoi, par rapport à ses fonctions OMF, parce que tu dis, bon, l'enfant, je comprends, il met sa langue, le palais, il se forme, mais bon, quand tu es vieux, c'est déjà fait tout ça, qu'est-ce que ça va t'affecter Oui, mais alors peut-être un petit rappel quand même, c'est que ces maladies neurodégénératives, elles sont multifactorielles, hein. Donc c'est lié à la malbouffe, c'est lié aux écrans, c'est lié, enfin, à plein aux polluants, aux perturbateurs endocriniens. Enfin voilà, il y a plein de facteurs voilà. Mais un des grands facteurs oubliés dont on ne parle pas, en fait, c'est la respiration et c'est le sommeil. C'est cette respiration par le nez, donc indispensable au sommeil. Et en fait, déjà, il y a une première chose, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on perd la respiration nasale, ben, on perd cette circulation du hainaut. Et donc, en fait, c'est des cerveaux qui s'atrophient, c'est des cerveaux qui sont pas bien oxygénés au fil des dizaines d'années et qui, à un moment donné, se retrouvent dans le pâté. En fait, c'est une évolution longue sur des dizaines d'années. Hein, c'est pas des infarctus, hein, c'est pas le bon mot, mais c'est cette hypoxie intermittente chronique qui amène, oui, peut-être même à des AVC, des infarctus au niveau du cerveau au final, ok? Mais c'est vraiment, voilà, oui, cette hypoxie chronique intermittente qui abîme en fait le cerveau et le reste des organes. Donc ça, c'est vraiment une première chose, vraiment corrélée avec la respiration buccale. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'avec cette respiration nasale par le nez, et encore plus, c'est encore plus vrai durant le sommeil, il y a en fait
les fonctions oromaxillofaciales, c'est un peu comme une pompe en fait, au niveau du système lymphatique. Hein. Tu sais, le mollet, quand on marche, il Mhm. pompe le système veineux, il fait. Eh bien, pendant le sommeil, le fait de respirer par son nez va avoir cet effet de pompe au niveau cérébral pour nettoyer en fait notre Mhm. cerveau, entre guillemets, pendant la nuit. Et donc voilà, ben, dès le moment où on perd cette respiration nasale durant le sommeil, ben, la pompe dysfonctionne et donc notre cerveau ne peut pas être nettoyé comme en fait il devrait l'être. Et Mhm. donc voilà, c'est vraiment une source, cette respiration buccale et ce sommeil de ronflement et d'apnée, en fait, c'est vraiment le mix d'un mauvais nettoyage de certaines protéines hein, et aussi d'une hypoxie chronique intermittente qui fait que les cellules s'abîment au fil des dizaines d'années, quoi. Donc, en Donc, fin de compte, c'est la même chose que l'enfant qui a des difficultés scolaires à cause de troubles dans ses fonctions OMF. Bah, l'enfant, c'est évidemment, il est tout de suite confronté à de la cognition qu'il a du mal à faire par tout le oui. mécanisme que tu viens de dire. Son cerveau est impacté, sa respiration, son oxygénation, etc. Bah, Mhm. si je continue à garder ça tout au long de ma vie, Oui, il y a de fortes chances que ça m'impacte en vieillissant de manière oui. prématurée, en perte des fonctions cognitives, etc., etc. C'est Mhm. énorme. C'est Tout à énorme. fait. Tout à fait. Donc, Alors, hormonal aussi, hein, ça, j'en oui. parle un petit peu dans le bouquin, mais c'est important de le dire qu'avec l'âge, les hormones changent et vont aussi impacter nos fonctions oromaxillofaciales, qui fait que pourquoi on est plus à risque quand on prend de l'âge à faire des apnées et à ronfler, parce qu'il y a aussi une histoire d'hormones qu'on peut corriger hein, et que j'invite vraiment à corriger aussi. Voilà, mais voilà. Mais donc, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça qui fait que bah, ça dégringole, quoi. Ah, tu sais, moi, pour moi, c'est énorme parce que en lisant ton livre, tu sais, toute ma vie, je me suis intéressé. Je suis pas médecin, mais mon grand-père était médecin. Il était ORL d'ailleurs, mais j'ai jamais connu. Je porte son prénom et il est décédé avant ma naissance et donc j'ai jamais connu. Mais tout le monde parlait du docteur, du docteur. Voilà, il était directeur de l'ordre des médecins, enfin chef de l'ordre des médecins en Normandie et tout. Donc c'était quelqu'un de connu. Mais bref, moi, mais je me suis intéressé à la santé toute ma vie. Dans la santé, pour moi, j'en suis venu que la chose la plus importante, c'est le sommeil, parce que si tu dors pas bien, tu vas mal manger, tu vas pas faire ton sport, etc. Ce sera un cercle vicieux. Et puis évidemment, l'alimentation, c'est le deuxième pilier, évidemment, c'est logique, le carburant et tout. Et puis évidemment, le mouvement, l'exercice, on est fait pour Ouais. bouger et tout. Mais pour moi, après, on peut chipoter des détails d'autres trucs, mais pour moi, c'était voilà les gros trucs, les trois gros trucs à construire tout au long de notre vie, faire attention à mon sommeil, mon alimentation et à bouger. Mhm. Mais dans ce que j'entends, c'est comme si les fonctions oromaxillofaciales, c'était comme un quatrième pilier, c'est-à-dire la respiration. Évidemment, la mastication, ça va avec l'alimentation, parce que quand on a appris à l'école le système digestif, ça commence par apprendre les dents, la mâchoire et tout. Moi, j'étais toujours surpris. Je dis, bah, le système digestif, ça commence dans le ventre. Non, toujours, si on va Exact. dans un livre d'anatomie, ça commence les dents, la mâchoire, les lèvres et Ouais. tout. Donc, en fin de compte, c'est la respiration. Si on retient ça, bah, évidemment, la respiration, c'est un carburant essentiel avec l'alimentation, quoi. Donc, c'est comme un quatrième pilier de santé, les fonctions oro-maxillofaciales. Moi, je le mettrais pas comme Ouais, quatrième pilier, non. mais comme peut-être le pilier principal avec dedans la respiration, l'alimentation et le mouvement. Ah, Ah. parce que Comment pour tu mets pouvoir le mouvement? bouger, pour pouvoir respirer, pour pouvoir bouger, il me faut des bonnes fonctions oromaxillofaciales. Donc pour moi, c'est un Ah, bloc qu'on va ouais. compartimenter, alors qui permet ça, 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 T'es ça. maline. T'es maline, oui, parce que si je veux faire du sport et bouger, il faut bien respirer, Ah ma voilà, langue soit bien exactement. positionnée. Donc tu peux pas le mettre à part. Ouais, pour manger, c'est la même chose, et pour dormir, c'est la même chose. T'as gagné, Pareil. ok, d'accord. Et on peut pas dire les réflexes archaïques aussi, c'est. Et tu le mets dans le bloc, hein, ça c'est On y clair, parce viendra. que c'est toujours des flèches bidirectionnelles. Hein. Les réflexes archaïques vont impacter les fonctions oromaxillofaciales et Et vice-versa. vice-versa. Et Donc vice-versa. Ouais, ouais, ouais. voilà. Bien sûr, bien sûr. On a prévu de faire des podcasts sur le sujet, vous inquiétez pas, et des vidéos. Juste deux mots pour terminer. Un, le livre, il s'adresse plutôt pas au grand public, plutôt aux professionnels, aux parents un peu éclairés. C'est pas un livre, il est facile, enfin il est relativement facile à lire. C'est pas un livre de docteur. C'est pas un Mhm. livre qui est plein de jargon. Moi, je Non. l'ai pu le lire. Ouais. Je pense que tout le monde peut le lire, mais c'est pas non plus un livre. D'abord, c'est un gros livre, mais ça Mhm. s'adresse surtout aux professionnels et puis le public, on va dire un peu éclairé, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai appelé la première ligne de soins. Mhm. Alors, il s'adresse aussi aux docteurs, hein, parce que je pense qu'il y a plein de médecins. D'ailleurs, on l'a fait relire. Hein, je l'ai fait relire à des médecins.
Je pense à une maman anesthésiste qui l'a relu et qui m'a dit, j'ai appris plein de choses, quoi. Vraiment, et maintenant, je fais attention à ça, 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 ça. Enfin, voilà. Donc, je pense que les médecins vont apprendre plein de choses. Mais aussi, voilà, donc toute cette première ligne de soins, les professionnels, donc les orthophonistes, logopèdes, kinés, ostéo, chiro, sage-femme, ben, IBCLC, les puéricultrices, enfin voilà, c'est vraiment toutes les personnes qui touchent de près ou de loin à la santé. Les instituteurs aussi, je pense que vraiment au niveau des profs, il y a quelque chose, moi j'ai vraiment envie de leur transmettre aussi un message. Les profs à l'école, les profs de musique aussi. Et alors, comme tu disais aussi, je pense, oui, les parents éclairés, le parent qui a vraiment envie de comprendre, etc. Ça, je pense avoir utilisé un vocabulaire accessible à tous. C'est un peu, voilà, c'est un livre qui est un peu technique malgré tout, hein, c'est pas un livre pour se reposer le cerveau, mais compréhensible. Mon mari l'a lu, voilà. Et il n'est pas médecin, ton mari. Il n'est pas médecin, exactement, il n'est pas médecin. Donc voilà. Voilà. Je montre la page de notre maison d'édition, c'est ressourcesprimordiales.fr au pluriel, et on peut voir la belle couverture de ton livre. Là, elle est en petit, mais on voit qu'il est là. Les fonctions oro-maxillofaciales, clés oubliées de la santé et du sommeil, ou clés méconnues de la santé et du sommeil, comprendre, prévenir et traiter. Et j'ai écrit plus de 1000 références scientifiques. Waouh! Donc voilà, Ouais, oui, oui. ouais, ouais. Euh, C'est- il est vraiment beau. Là, ouais, on a beaucoup bossé, hein, Paul, sur ouais, cette ouais, couverture et ouais. le rendu est vraiment, il est magnifique. Je pense que c'était exactement ce que, oui, après beaucoup allez, Euh, de travail derrière, ouais. là, on s'est dit, OK, c'est bon, c'est ça, quoi. Je dis juste pour ceux qui nous écoutent, là on enregistre, on est en février 2026, le livre il sort en mai 2026, voilà, donc on pourra le commander dès fin février, vous pourrez commander le livre chez tous vos libraires, les plateformes, sur notre site internet, les plateformes en ligne comme la Fnac, Amazon et tous les autres. Mais il sera envoyé qu'en mai, c'est sa sortie officielle. Un dernier mot de la fin en tant que médecin, c'est toujours la question, on dit, docteur, c'est quoi les conseils que tu veux transmettre soit à tes collègues, soit aux parents, ou les deux, par rapport aux fonctions OMF, quoi. C'est quoi ton message essentiel? Eh ben, je vais prendre le sous-titre, c'est un comprendre. Mhm, Parce que pour moi, je pense que la majorité des erreurs de diagnostic et des erreurs de prise en charge vient d'une mauvaise compréhension. Donc, comprenons ce que c'est les fonctions oromaxillofaciales, à quoi elles servent et pourquoi elles sont importantes. Moi, ça vraiment d'abord de comprendre, parce que je pense qu'en fait, toute l'incompréhension vient de ce mot-là. Et puis ensuite de ça, ben, c'est d'agir tôt, de vraiment, on n'attend pas, on a quelqu'un en face de nous qui se plaint de ça, de ça, de ça, de ça. C'est pas de pouvoir lui dire, non, on va attendre qu'il ait tel âge pour faire ça. Non, c'est tout de suite, on peut mettre en place des choses. Et voilà, on va commencer par le nez. Voilà, on va commencer par le nez, s'assurer que les voies respiratoires supérieures soient libres, et puis déboucher le nez, hein, nettoyer les nettoyages de nez, ça ce sont des choses qui s'apprend aussi. Hein, c'est pas mhm, si, mhm, mhm. c'est pas inné de se nettoyer le nez parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, Homo sapiens a dû Pas eu faire des lavages besoin, de nez. voilà. Quoique, on se trouve des historiques de lavage de nez au niveau chez les Égyptiens. Mhm, Mais bon, voilà, je pense qu'il y a 10 000 ans d'ici, pas sûr que Lady et Homo sapiens se lavaient le nez comme nous, on doit le faire. mhm, Donc voilà, c'est vraiment d'abord s'occuper du nez, de le nettoyer et puis après de réapprendre à cette personne à respirer par son nez. Donc c'est vraiment pour moi comprendre, prévenir et puis alors ben, traiter, référer. Si vous ne savez pas, si vous ne comprenez pas encore, c'est pas grave. Simplement dire, écoutez, ça c'est une problématique que je ne connais pas bien, mais j'ai tel collègue qui va pouvoir prendre en charge. En fait, pour moi c'est extraordinaire. Donc voilà, pour moi ce serait vraiment terminé par comprenons ce que c'est. Agissons, faisons de la prévention et n'attendons pas pour faire de la prévention. Dans le mot prévenir, c'est on n'attend pas, on le fait tout de suite. Et puis ensuite de ça, ben, traiter et peut-être à ce stade-ci, si on est un peu perdu, etc., ben, de référer tout simplement. mhm. Euh, voilà, je terminerai avec ça. Bah, moi, vraiment, après avoir lu ton livre, et là, tu m'as encore convaincu quand tu m'as un peu repris sur le sommeil, la santé, l'alimentation et le mouvement, pardon, que
c'est quelque chose qui va, à mon avis, faire beaucoup parler du fait que ces fonctions oro-maxillofaciales, elles sont au cœur véritablement de la santé et du sommeil et c'est majeur. Et Mhm. encore une fois, c'est soutenu par de la littérature scientifique assez vaste et c'est vraiment énorme. Alors, je veux dire un dernier mot de la fin, c'est qu'on n'avait pas prévu quand on a fait tout ça, mais il y a quelques mois, avec Ludivine, on a décidé de faire un congrès, le premier congrès de l'IMP, et on avait choisi les fonctions oro-maxillofaciales. Et je tiens à dire, mais je sais que personne ne va nous croire qu'on a choisi ce thème et on a organisé ça, on a contacté des gens avant que tu nous envoies le manuscrit du livre. Et quand on a reçu le truc du livre, on a dit, les planètes sont alignées, quoi, c'est énorme. Et donc, pour ceux qui nous écoutent avant cette date de mars 2026, en mars 2026, on organise un congrès sur les fonctions oromaxillofaciales pendant une semaine. Tous les jours, il y aura des présentations sur le sujet. Et toi, tu vas ouvrir le bal parce que tu vas faire une première présentation. Et puis, il y aura des intervenants tous les jours. On a dû sélectionner parce qu'il y avait tellement de gens et tellement de choses qu'il y avait à dire sur le sujet qu'il aurait fallu faire une semaine full-time à temps plein et qu'on n'aurait pas pu tout dire. Mais on est très content si ça vous intéresse. Et si vous êtes évidemment en février ou mars 2026, vous pouvez vous connecter sur reflex.org et vous trouverez toutes les infos sur ce congrès. Caroline, je veux te dire vraiment un énorme merci. C'est passionnant, comme je l'avais anticipé. Et le livre est tout aussi passionnant. Peut-être qu'on est allé dans tous les sens, mais c'est de ma faute en tant qu'intervieweur. Mais l'idée de cette première réunion, toi et moi, c'était que les gens de Connexion Primordiale du podcast et de la chaîne YouTube Le Plaisir d'Apprendre peuvent te connaître un petit peu, voir qui tu es, ton énergie, ce que tu proposes. Et puis, dans les prochains jours, je suis sûr qu'on aura plein d'autres trucs à montrer aux gens avec la sortie du livre, le congrès, et puis plein de nouveautés. On ne peut pas vous en parler encore maintenant, mais on a vraiment plein de choses qu'on a envie de vous partager sur ce sujet. Puis en IMP, nous, on ne pouvait pas laisser ça de côté, donc on va continuer à travailler ensemble avec Caroline, donc on est super contents. Donc merci à tous. Et puis Caroline, vraiment un grand merci. Aux States, je crois que tu es sous la neige en ce moment, c'est ça? Exactement, oui, mais ça va Wow. fondre. Donc, tout à l'heure, on va aller faire du ice skate sur la rivière parce que les deux enfants, ça va fondre dans les prochains jours, donc on en profite. Ouais, génial, génial. Merci Donc, voilà, beaucoup, bah, Caroline. merci à toi en tout cas, Paul. Merci pour cette Ouais, belle opportunité d'en parler. Bah, j'ai hâte de continuer à parler de tout ça avec toi carrément, et Yveline dans les prochains mois, les prochaines semaines. Ouais. carrément. Super. Merci beaucoup. À bientôt.